BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. C'est chaque semaine un concentré d'économie positive vu et entendu sur BFM Business. Alors au sommaire, cette semaine, Beneteau, numéro 1 mondial des bateaux de plaisance. Le groupe vendéen a en effet dépassé l'américain Brunswick. On en parlera avec son président Hervé Gastinel qui était notre invité à l'occasion du Salon nautique de Paris. Le pouvoir d'achat et la considération apportée aux salariés, deux sujets, vous le savez, très ancrés dans l'actualité. Nous réécouterons sur ces thématiques Guillaume Richard qui dirige Wicker, c'est le numéro 1 français des services à domicile. Enfin, nous parlerons commerce avec deux marques très fortes. Tout d'abord, 3 Suisses qui, à l'instar de la Redoute, va tenter de se redresser en intégrant le groupe Shop Invest. Et puis Wonderbox, c'est l'un des 2 leaders français des coffrets cadeaux, des coffrets qui devraient cette année encore beaucoup inspirer le Père Noël. Mais tout d'abord, donc, direction le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est là qu'a eu lieu le 6 décembre dernier la toute première édition du sommet BFM Patrimoine. Beaucoup de monde, plus de 2000 personnes présentes, beaucoup d'échanges et beaucoup de contacts et surtout près de 10 heures d'antenne depuis le studio délocalisé de BFM Business. Et c'est Stéphane Soumier, le directeur de la rédaction de BFM Business, qui a donné le là de cette journée avec une phrase que l'on aime bien. On l'écoute. L'un des seuls endroits de France où on va proclamer toute la journée que la France a tout pour réussir, hein, Guillaume, voilà, parce que c'est le slogan, le claim de BFM Business, et je crois qu'il faut le marteler plus que jamais. Il se trouve que John Chambers, fondateur historique, pas vraiment fondateur, mais enfin patron historique de Cisco, était avec Edwige Chevrillon hier. Il le proclamait, il disait même la France est plus forte que jamais. Donc ici, là où bat véritablement le cœur de l'investissement et donc de la croissance future, investissement, emploi derrière, eh bien c'est bien ici que l'on va proclamer que la France a tout pour réussir. Alors Stéphane le rappelait à l'instant, qui dit investissement dit emploi et donc future croissance. Alors justement, quel est le moral de celles et ceux qui investissent et de ceux qui les aident à investir, les fameux CGP, les conseillers en gestion de patrimoine? Eh bien chaque trimestre, BFM Business est notre partenaire Cantalis et nous allons publier un observatoire sur le sujet, sur les placements préférés des Français. Alors écoutez les résultats sans grande surprise de cette première vague de l'observatoire. Les résultats sont commentés par Jean-François B, c'est le directeur général de Cantalis, interrogé par Guillaume Sombrère, donc depuis le Conseil économique et social. Les inquiétudes sur les consommateurs et le pouvoir d'achat, on les retrouve sans doute sur les investisseurs, les épargnants. Et vous les avez interrogés avant le mouvement des Gilets jaunes, juste pour info. Voilà. Oui, les Gilets jaunes, ils reflètent ça aussi quelque part. Exactement. Donc on a des inquiétudes sur l'impact de l'inflation, le rendement du livret A, du fonds en euros qui n'arrête pas de baisser, et donc la protection et la confiance, j'allais dire, dans le système financier qui est reflété. Les conseillers en gestion de patrimoine, j'allais dire, sont un peu plus positifs que leurs clients, que les épargnants. Quelles solutions, du coup, les experts que vous avez interrogés dans cet observatoire Cantalis BFM Business, quelles solutions comptent-ils privilégier pour 2019, les produits qu'ils ont envie de mettre en avant auprès des particuliers, des épargnants? Alors il y a 3 thèmes qui se dessinent. Le premier dans les produits et les solutions, c'est l'assurance vie qui reste le couteau suisse de la gestion de patrimoine. 94%, plébiscite complet des CGP sur ce produit un peu flexible qui permet d'adapter en fonction des solutions, retraite, financement des études, etc., etc. Le deuxième chose, c'est l'arrivée de l'immobilier qui reste le grand gagnant du moment. Quand vous recherchez une alternative au fonds en euros, quand vous cherchez une valeur refuge, quand vous cherchez des loyers indexés sur l'inflation, parce qu'on parle de retour de l'inflation, vous tournez vers l'immobilier. Peut-être qu'il y a une bulle, je ne sais pas, mais en tout cas, les CGP mettent leurs investisseurs via notamment l'assurance vie sur l'immobilier. Le troisième thème, c'est épargne salariale, épargne retraite. On parle de plus en plus d'épargne retraite, on va encore en parler. Et donc, les conseillers sont un peu les fers de lance sur ce type de problématique pour aider les épargnants français. Bon, mais toujours l'immobilier et l'assurance vie, malgré les récentes réformes, la flat tax, etc. L'immobilier et l'assurance vie restent les solutions qui seront privilégiées en 2019. Alors après, sur les fonds d'investissement, on pose des questions sur qu'est-ce que vous mettez comme fonds d'investissement. Il y a un élément très notable, c'est l'ISR, l'ESG, les approches thématiques. Les épargnants, ils veulent qu'on leur parle de vieillissement de la population, environnement, robotique. Et donc là, on a des thèmes qui leur parlent et qui du coup peuvent se retrouver dans des fonds d'investissement.
Voilà donc pour cette première vague de l'Observatoire Cantalis BFM Business, dont vous retrouverez les résultats chaque trimestre. Et rendez-vous aussi en décembre 2019 pour la deuxième édition du sommet BFM Patrimoine. À présent, une question: comment les acteurs de l'économie voient-ils désormais la France, et surtout après ce coup de mou, voire ce coup d'arrêt qu'elle semble traverser actuellement? Eh bien, cette question, on l'a posée à Marc Lermite de l'agence EY, agence qui scrute notamment le niveau des investissements étrangers en France. On l'a aussi posée à l'entrepreneur Marc Ménazé. Il participait il y a quelques jours à une réunion d'investisseurs étrangers à Paris. Écoutez leur réponse, tout d'abord celle de Marc Ménazé. Je pense qu'ils sont effrayés comme tout le monde, mais c'est pas la première fois qu'ils seront effrayés de la France. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on était finalement sur une bonne rampe depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui a fait un effort très significatif de marketing de la France à l'international. Moi, je me rends aux États-Unis à peu près tous les trimestres, que ce soit sur la côte ouest ou la côte est, et c'est vrai que j'avais vu au contact des entrepreneurs et des fonds d'investissement une perception de la France qui avait vraiment évolué la même chose, ces derniers, on va dire, 12-18 mois. Il faut continuer cette trajectoire qui a été entamée il y a quelques années et puis aussi continuer à transformer la France sur ce qu'elle a de technologique, de scientifique. Donc ne pas lâcher le cap qui est de faire de la France probablement en Europe. Il faut savoir qu'on a un alignement des planètes qui est absolument incroyable. Malheureusement, notre concurrent britannique, en termes d'attractivité, est aujourd'hui très touché. En Allemagne, il y a le plein emploi, donc c'est compliqué de faire des investissements en Allemagne. Je ne parle pas de l'Italie, je ne parle pas de l'Espagne. Donc la France a une sorte de moment de grâce pour les investisseurs étrangers. Et ils ne s'y trompent pas, puisque l'année dernière, vous l'avez rappelé, ils ont réalisé 30% de projets en plus que l'année précédente. Simplement, ils sont vigilants. Ils sont très attentifs, ils sont prêts à miser. La semaine dernière... Mais Marc, pardon, mais je suis ravi de ce que vous me dites, et en même temps, j'entends partout que c'est foutu. J'entends partout là depuis plusieurs jours. Bruno Le Maire nous dit c'est une catastrophe. Ouais. Et vous qui êtes au contact direct de ces gars-là depuis de nombreuses années, vous dites mais non, ils connaissent la France. Non, c'est pas en tout cas, c'est pas des mots qu'on entend dans les conseils d'administration. C'est foutu. Je pense que d'abord les chefs d'entreprise, les sièges, les dirigeants français d'entreprises étrangères en ont vu d'autres, ont vu des crises. Ouais. Je dis pas qu'ils prennent ce moment-là à la légère. Je dis pas qu'ils sont sereins, naïfs. En revanche, c'est foutu, c'est pas quelque chose qu'on a entendu ces dernières semaines. Ça va être compliqué, on l'a entendu. Quelles sont les conditions sociales pour ton entreprise? Est-ce que tu peux livrer? Est-ce que tu peux être livré? Ça, c'est des questions qu'on a entendues. Il y a eu une réunion de la French Tech, des investisseurs financiers dans la French Tech, c'est-à-dire dans les entreprises de technologie en France, la semaine dernière. Moi, j'ai trouvé que le ton était plutôt encourageant. C'est des entreprises, fonds d'investissement, boîtes de technologie, start-up qui disaient « Tenez bon, parce que la France a une chance absolument incroyable ». Néanmoins, la situation est sérieuse. Je pense qu'elles ne sont pas naïves, mais elles ne diront pas c'est foutu. Et cette crise des Gilets jaunes a au moins eu le mérite de mettre au cœur du débat le sujet des salaires et plus généralement de la juste récompense du travail. De nombreuses grandes entreprises, dont Altis, la maison mère de BFM Business, mais aussi Orange, Total, LVMH, Kering, Valeo ou Free, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient verser une prime à leurs salariés. Et puis d'autres le reconnaissent, le coup de pouce sur les bas salaires sera compliqué. C'est le cas du groupe WeCare, numéro 1 français des services à domicile, du ménage, des gardes d'enfants ou de personnes dépendantes et bien d'autres activités. Le groupe emploie plus de 17 500 personnes et pour son fondateur, Guillaume Richard, satisfaire les salariés, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi savoir leur proposer des perspectives d'évolution. On l'écoute. Notre vision, c'est de devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients. Et dans cet ordre-là. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que, alors j'allais dire on est convaincu, non, c'est pas de la conviction. C'est de la constatation. La constatation, c'est que l'on constate qu'un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Et donc, si je satisfais mon client, il faut que je satisfasse en priorité mon salarié. Si j'ai un salarié qui est épanoui, parce que je lui offre des conditions de travail intéressantes, si je lui offre des perspectives d'évolution, et de façon très concrète aujourd'hui, 40% de nos postes d'encadrement sont pourvus par de la promotion interne. Hier, j'étais avec deux collaboratrices qui passent un bac plus 4, alors qu'il y a 7 ans, elles sont rentrées chez nous, elles n'avaient même pas le bac, elles étaient intervenantes. Hier, j'étais avec Manuela, elle est en train de passer son bac plus 4, elle est en train de passer son bac plus 4 il y a 7 ans. Elle dirige une de vos agences, j'imagine. Ah, mais elle a plus que dirigé une agence, elle a dirigé une agence, là, elle est directrice de toutes les Yvelines. Elle a fait une évolution où elle est passée d'intervenante en ménage, puis après elle est devenue assistante d'agence, chargée de clientèle, responsable de secteur, responsable de l'agence de Rambouillet. Elle a tellement cartonné. Vous en avez deux des exemples comme ça? Non, vous en avez 100, vous en avez 1000? Mais j'en ai plein.
J'en ai plusieurs dizaines des exemples comme ça. Et donc, on voit bien aussi que grâce à du travail déclaré, encadré au sein d'une entreprise, eh ben, on peut se créer un parcours professionnel. Et donc, oui, les postes d'intervenants, eux, sont des postes qui vont rester, qui étaient, qui sont et qui resteront aux alentours du SMIC en termes de rémunération. Le poste. Mais les personnes, elles peuvent évoluer. Et les personnes, on peut les accompagner, on peut faire en sorte qu'elles trouvent dans nos métiers un épanouissement professionnel et donc qu'elles puissent aussi évaluer et qu'elles réalisent tout leur potentiel professionnel. Et on va à présent parler de Beneteau, dont le président du directoire Hervé Gastinel était notre invité cette semaine à l'occasion du salon nautique qui se tient jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Beneteau, c'est le numéro 1 français du bateau de plaisance et même désormais numéro 1 mondial, puisqu'il vient de passer devant l'américain Brunswick. Quelle remontée en quelques années, alors que le groupe traversait une très forte crise avec un plan social à la clé il y a seulement donc 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, Beneteau va mieux, beaucoup mieux. Sur les années 2017 et 2018, 1000 CDI, 1000 embauches en CDI sur le site historique en Vendée. C'est là que l'entreprise a été créée en 1884. Stéphane Soumier a demandé à Hervé Gastinel les clés de son succès. Sur 3 ans, vous avez renouvelé 40% des produits. On parle quand même de bateaux qui valent, c'est quoi le prix moyen d'un bateau Le prix moyen, c'est 100 000 €, sachant qu'on va de 30 000 jusqu'à 10 millions. C'est quand même des grosses bêtes, quoi. L'écart type est important. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous prenez des risques quand même. Oui, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement pour chaque nouveau modèle, en moyenne. Et c'est vrai qu'en ayant renouvelé 44% en 3 ans de ce plan produit, on a fait une énorme accélération sur la transformation du groupe, la transformation à la fois de son plan produit, mais aussi de tout l'écosystème de services qui gravitent autour. Vous avez 3 chantiers, il y a la Vendée, il y a la Pologne, il y a les États-Unis, c'est ça? Oui, il y a un peu plus que ça. On a 25 usines dans le monde qui se répartissent entre 2 gros blocs aux États-Unis. On a une vingtaine d'usines en France. On a l'Italie et la Pologne. Et en Pologne, on vient de faire une acquisition d'un chantier polonais qui nous apporte à la fois une capacité de R&D et une capacité de production supplémentaire. Vous êtes prêt à verser une prime totalement défiscalisée, désocialisée à vos salariés, Hervé Gastinel? Oui, vous y êtes prêt parce que tout va bien. Le groupe vendéen ou les groupes vendéens ont déjà cette pratique et on le fait surtout au travers de l'intéressement de la participation qui sera bonne cette année puisque nos résultats sont en forte progression. On est très à l'écoute de ce qui se passe. Je pense qu'il faut arriver aujourd'hui à remettre de la responsabilité et du bon sens dans l'économie française au sens large. Je pense que chacun a à faire sa part du chemin. Tout ce qu'on peut faire pour accompagner le bien-être au travail, faciliter l'adhésion de nos salariés à une période où on recrute énormément. Et je dirais que c'est aussi ça la réponse du groupe Beneteau, au-delà de l'effort financier qu'on fait, comme je l'ai décrit au travers de l'intéressement et de la participation. C'est 500 CDI nouveaux cette année sur la France et c'était 500 CDI supplémentaires l'an passé sur la France. C'est-à-dire que notre rythme de croissance, il continue de se faire majoritairement sur la France. Les 2/3 de nos bateaux sont produits, fabriqués en France. Et en accompagnement de ce plan de croissance de la production, des recrutements, principalement en forme de CDI et aussi en alternant. C'est 150 alternants nouveaux qu'on va prendre cette année. Je crois que c'est important aussi de mettre le pied à l'étrier des jeunes. La France a aussi des champions dans le domaine de la VR. La VR, c'est la réalité virtuelle. Cette semaine à Paris, le groupe Imagis, qui est spécialisé depuis une dizaine d'années dans l'apport de services numériques pour les salles de cinéma, eh bien ce groupe donc vient d'inaugurer Illucity. Il s'agit d'un parc d'attractions pour venir jouer en réalité virtuelle. Le concept à terme doit être décliné en petit format aux salles de ciné en France et dans le monde. C'est un reportage BFM Business signé Cécile Tordeau. 1500 mètres carrés entièrement dédiés à la réalité virtuelle. Nous sommes dans un parc d'attractions, son nom, Illucity. À l'intérieur, une quinzaine de salles qui proposent des escape games, des films que l'on regarde sur des sièges vibrants, des jeux d'arcade. L'idée de ce parc, c'est de proposer des expériences que les particuliers ne peuvent pas faire chez eux. Jean Misrahi dirige le groupe Imagis à l'origine du projet. Ce qui se passe, c'est que le matériel pour la VR est encore assez coûteux. Donc ce qui fait que les gens consomment peu de VR à domicile.
Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont plus de facilité aujourd'hui à aller à l'extérieur sans s'engager dans un acte d'achat qui est relativement dispendieux. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est des expériences qu'on ne pourra jamais retrouver à domicile. Par exemple, on a des sièges dynamiques sur des vérins qui vous donnent l'impression d'être sur des montagnes russes. Vous avez des simulateurs qui vous permettent de penser que vous êtes en train de conduire une voiture. Pour garder une longueur d'avance sur les particuliers, Imagis a prévu d'investir dans de nouveaux accessoires ou de les renouveler tous les 2 ans et de proposer ses propres contenus en plus des jeux sous licence. Objectif, que les gens viennent ici comme au cinéma. Autre avantage du lieu, on y joue à plusieurs, jusqu'à 6 joueurs dans des salles allant jusqu'à 100 mètres carrés. Nathan Reznik dirige Illucity. On fait des jeux collectifs, donc du coup on échange, on vit des expériences ensemble, on doit communiquer. Et on se rend compte que la réalité virtuelle n'est pas du tout justement isolante. Le prix, entre 25 et 30 euros par personne pour un escape game de 45 minutes et de 5 à 15 euros pour des jeux d'arcade. Imagis veut industrialiser ce concept sous forme de franchise et de salles de jeux plus petites pour ses clients historiques, les exploitants de salles de cinéma. La VR, c'est un des moyens de faire revenir une tranche de la population jeune vers les cinémas. Donc on a conçu 2 types d'espaces. Un espace qui est beaucoup plus petit pour des halls de cinéma par exemple, et un espace beaucoup plus important comme Illucity, qui peut aller jusqu'à 1000-2000 mètres carrés. Ça participe de cet effort d'apporter au cinéma des solutions qui permettent de s'adresser à un public large. Et tout le projet, c'est justement de décliner ces surfaces un petit peu partout, en France, mais aussi internationalement. Cette année, Imagis pense ouvrir entre 6 et 12 parcs d'attractions en France et à l'étranger, et table sur une centaine de petites salles d'arcade adossées à des cinémas partenaires. Catalogue 3 Suisses, le chouchou. Je suis sûr que ce slogan parle encore à beaucoup d'entre vous. Eh bien, la marque 3 Suisses vient de changer de main. Elle vient d'être reprise par Shop Invest qui regroupe déjà et avec succès une dizaine de sites de e-commerce. Et du succès, eh bien 3 Suisses en a vraiment besoin. L'entreprise qui a été créée en 1932 à Roubaix ne va pas bien. En 12 ans, le chiffre d'affaires a été divisé par 8 et le total des dettes atteint désormais 60 millions d'euros. Alors 3 Suisses va-t-elle connaître une aussi belle remontada, comme on dit, que la Redoute? Eh bien, écoutez la réponse de Karine Schrenzel, c'est la cofondatrice de Shop Invest. Elle nous rappelle tout d'abord comment son entreprise est née en 2007. L'aventure a commencé il y a 11 ans. J'ai créé mon premier site de e-commerce et en 2011, je me suis associée avec Olivier, qui est également mon mari, et nous avons commencé à racheter d'autres sites et nous avons aujourd'hui un groupe de e-commerce de 10 sites et on a fait le pari d'être un acteur de e-commerce rentable et donc tout récemment, on vient de racheter les 3 Suisses. 10 sites, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, logistique. Bien sûr, les trois impératifs du e-commerce. Oui, bien sûr, la logistique c'est clé, mais l'IT, l'investissement dans la technique, c'est hyper important. Il faut vraiment. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est merveilleux. Le digital offre des possibilités de services extraordinaires aux clientes et c'est ce qu'on veut faire sur 3 Suisses. On veut garder le meilleur du digital en termes de services, mais lui donner un côté beaucoup plus humain. Parce qu'aujourd'hui, un nouveau défi, entre guillemets, c'est d'avoir une nouvelle approche du e-commerce avec la facilité du e-commerce et du digital, mais un côté plus chaleureux et plus humain. Avec une marque qui reste aujourd'hui très imprégnée effectivement dans notre imaginaire. Voilà. Bien sûr, c'est une marque patrimoniale. Je pense qu'on peut aujourd'hui vraiment avoir ce côté de proximité. Alors comment on va le faire? On a plein d'idées. Je pourrais vous en développer. Allez-y, une ou deux. Mais voilà, déjà quelques-unes. Déjà en janvier, on va lancer Imagine 3 Suisses. C'est une plateforme, donc on va le mettre sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, voilà, aujourd'hui, il faut faire exactement l'inverse. Il ne faut pas se mettre dans une chambre, Olivier et moi, et se dire on va réfléchir et on va définir la stratégie de 3 Suisses. On va appeler toutes nos clientes à participer. C'est un projet de co-construction de la marque, tant dans les offres produits que dans le service ou l'image qu'on veut véhiculer. Et on les appelle à toutes nous aider à venir construire ce beau projet ensemble. C'est intéressant parce que c'est une vieille marque qui va vous permettre d'aller tester de nouvelles recettes finalement pour faire du commerce aujourd'hui. Exactement, et c'est ce qu'on veut faire. Et on croit aussi beaucoup au catalogue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit vous allez tuer le catalogue, c'est sûr. Vous êtes des catalogue papier. Vous allez maintenir le catalogue papier. Oui, et je veux même que vous en ayez un dans votre salon la prochaine fois que je viens vous voir. Là, ça va être chaud là. Je vous le prenais pas. Je vous aime beaucoup, mais je vous le prenais pas.
Voilà, je vous promets, on va vérifier si Stéphane a bel ou bien le catalogue papier des 3 Suisses sur la table de son salon d'ici quelques jours. On va terminer avec un cadeau qui devrait être lui très présent comme chaque année au pied des sapins de Noël, les coffrets cadeaux, ces fameuses box avec des bons pour un restaurant, un hôtel ou toute autre activité. Il s'en écoule environ 3,5 millions chaque année en France et le marché est monopolisé par 2 acteurs qui font à peu près jeu égal, Smartbox et donc Wonderbox. Berthilde Burel, qui est la cofondatrice de Wonderbox, est venue nous parler de l'essor à l'international de ces coffrets cadeaux depuis 2014. Mais tout d'abord, elle a expliqué à Stéphane Soumier l'intérêt d'offrir une box. Au jour de notre mort, de quoi est-ce qu'on va se souvenir? On va pas se souvenir du foulard qu'on a reçu à Noël. Par contre, on va se souvenir du grand saut qu'on a fait le jour où on a sauté en parachute. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça le sel de la vie. Donc, souvenez-vous-en. Vivez votre vie. Au jour de notre mort, on se souviendra de pas grand-chose, mais effectivement, un peu avant, on va dire, voilà. Un peu avant. Quand on aura le temps de se retourner sur ce qu'on a vécu. Ce sont les émotions qui n'auront pas de prix, en fait. Exactement. Un mot. À l'échelle européenne, vous êtes en train aussi de tisser quelque chose, c'est-à-dire cette excellence française, vous arrivez à l'exporter là en ce moment. Oui, alors ça me fait un plaisir fou, parce qu'on est une entreprise française, on paye nos impôts en France, on a plein de partenaires en France, mais on se développe aussi, on est dans 7 pays en Europe, et c'est incroyable de voir la richesse et la diversité de l'Europe. Quand on voit par exemple en France, notre panier moyen est à 90 €, en Hollande c'est à 32 €. C'est quand même très différent. Et c'est très intéressant comme réflexion sur ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre pouvoir d'achat, notre taux d'épargne, et qui souffre et qui ne souffre pas. Et Wonderbox, donc aujourd'hui, c'est une entreprise de bientôt 15 ans qui compte 430 salariés et qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dès vendredi prochain pour une toute nouvelle émission de La France à tout pour réussir. D'autres belles histoires, d'autres succès made in France. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.